Qu'est-ce qui peut causer la perte totale de contrôle d'un avion de ligne moderne juste après le décollage? Celle-ci était nouvelle pour moi, et la cause de cette situation est aussi frustrante qu'exaspérante. Restez avec nous. Dans une compagnie aérienne moderne bien gérée, la supervision fait partie de toutes ces opérations. Des inspecteurs gouvernementaux qui surveillent les travaux de maintenance et accompagnent les équipages dans le poste de pilotage, au département de sécurité qui collecte et analyse les rapports anonymes, jusqu'aux pilotes qui les soumettent. Mais que se passe-t-il lorsqu'une compagnie aérienne opère dans un environnement où ce type de supervision est limité, voire inexistant? Eh bien, cela pourrait ressembler à la compagnie népalaise Soraya Airlines. Petite compagnie aérienne nationale lancée en 2014 avec un seul bombardier CRJ-200, un avion régional. Ils ont commencé par exploiter un réseau de routes très limité transportant des passagers entre la capitale Katmandou et les villes de Birathrapour et Biratnagar, situées dans la partie sud-est du pays. Le plan était ensuite de continuer à se développer, mais les projets de la compagnie d'étendre ses services à 5 autres destinations sont rapidement tombés à l'eau et toutes les autres routes ont également été supprimées. Cela s'est probablement produit parce que Soraya Airlines a eu du mal à assurer même un service de base sur ses routes existantes, et ce, presque dès le tout début. Et en 2016, une nouvelle loi népalaise est entrée en vigueur, limitant les opérations régulières de transport de passagers aux compagnies aériennes disposant d'au moins 2 avions ou plus, ce qui aurait donc exclu Soraya. La compagnie aérienne a été limitée aux vols charter pendant 1 an avant de réunir assez de fonds pour acheter 2 autres CRJ-200. Ensuite, les vols réguliers ont repris. Cependant, les difficultés financières ont tout de même persisté. Entre le 7 juillet et le 21 août 2018, la compagnie aérienne a cessé de voler pendant un temps. Pendant cette période, ils ont remis l'un de leurs 3 CRJ en stockage de longue durée. Et autant que nous puissions en juger, il est toujours là au moment où nous enregistrons cette vidéo. Après avoir fait cela, la compagnie aérienne a réussi à reprendre ses opérations pendant 3 mois supplémentaires avant de cesser ses activités une seconde fois, le 27 novembre, à nouveau en raison d'un manque de fonds. Ils sont ensuite restés cloués au sol pendant plus de 3 mois, mais ont repris leurs opérations une nouvelle fois en mars 2019. Mais ensuite, bien sûr, en décembre de cette même année, la compagnie aérienne a de nouveau été contrainte d'arrêter ses vols. Depuis l'arrivée du COVID-19, le service n'a repris qu'en octobre 2020. Comme vous pouvez le voir, Soraya a tout juste réussi à survivre pendant ces années. Mais après la pandémie, ils ont en fait évité toute interruption similaire. Ces dirigeants ont même publiquement envisagé d'acheter plus d'avions ATR pour développer leurs activités. Mais cela ne s'est jamais vraiment concrétisé, et il n'était de toute façon pas clair d'où serait venu le capital nécessaire pour cela. Si vous vous demandez comment cette compagnie aérienne a pu maintenir un niveau de sécurité suffisant pour garder son certificat de transporteur aérien, vous n'êtes pas le seul. Mais le fait est, malheureusement, qu'au Népal, la compagnie Soraya Airlines ne se distinguait pas vraiment des autres à ce sujet. En fait, le Népal est aujourd'hui l'un des endroits les plus dangereux au monde pour prendre l'avion. Et c'est une triste réalité. Un avion de ligne s'est écrasé au Népal pratiquement chaque année depuis un certain temps déjà. Il faut reconnaître que le Népal est dominé par l'Himalaya, où la météo est souvent mauvaise et le vol généralement difficile, voire dangereux dès le départ. Mais les facteurs environnementaux ne sont pas l'unique cause de ce mauvais bilan en sécurité. Le problème tient en grande partie au manque de supervision des autorités népalaises, qui manquent de moyens et de financement pour surveiller correctement l'industrie aéronautique en plein essor. Le Népal figure sur la liste des pays les moins avancés des Nations Unies, donc les fonds gouvernementaux consacrés à la supervision sont assez limités. Mais même si c'est le cas en raison des nécessités imposées par sa géographie, l'industrie aéronautique du Népal est nettement plus développée que celle de pratiquement tous les autres pays figurant sur cette liste. Ce déséquilibre a contribué à l'incapacité des autorités gouvernementales à superviser de manière adéquate toutes les compagnies aériennes népalaises.
Et en même temps, l'industrie aéronautique est absolument cruciale pour le secteur touristique népalais, qui est vaste et en pleine croissance. C'est aussi pourquoi, contrairement à la plupart des pays, le Népal a intégré son autorité de l'aviation civile, CAAN, au ministère de la Culture et du Tourisme, et non à celui des infrastructures et des transports. Des journaux locaux ont récemment signalé des cas de corruption à la CAAN, où plusieurs responsables sont liés à l'industrie du tourisme. L'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, a demandé au Népal de diviser la CAAN. Ce n'est pas seulement l'organisme de régulation et le propriétaire de l'infrastructure aéronautique du pays, mais aussi le concessionnaire, ce qui lui permet de tirer directement profit de cette infrastructure. Cependant, cette séparation n'a pas encore eu lieu. En raison du manque de supervision de la CAAN, toutes les compagnies aériennes népalaises sont sur la liste noire de l'Agence européenne de la sécurité aérienne depuis des années. Ceci a également été confirmé par un audit de l'Organisation de l'aviation civile internationale en 2023, qui a révélé que la capacité de supervision du Népal se détériorait en réalité, au lieu de s'améliorer. Cela devrait donc vous donner une idée de l'environnement dans lequel la compagnie Soraya Airlines opérait au moment où cet accident s'est produit. Avant d'aborder l'accident, je voudrais simplement souligner à quel point la supervision est importante, dans à peu près tous les domaines en réalité. Il est donc surprenant que nous n'appliquions pas ces principes à notre usage d'Internet et nos habitudes de navigation. Et c'est aussi pourquoi je suis très heureux d'avoir Incogni comme sponsor aujourd'hui. Incogni agit comme votre propre régulateur personnel qui surveille la présence de vos informations sur Internet et intervient immédiatement si des entités douteuses, comme des courtiers en données, tentent de les vendre. Ils déploieront alors leur armée numérique en votre nom, traqueront les courtiers et exigeront que vos informations soient retirées de leur vente. Et cela devrait vous permettre de recevoir beaucoup moins de spam, de tentatives de phishing et d'appels automatisés. Commencez facilement. Inscrivez-vous, créez un compte et Incogni vous protège tout de suite en vous envoyant des mises à jour régulières sur leur progrès. Je n'imaginais pas à quel point mes données étaient de partout au début, mais la situation s'améliore grâce à Incogni. Scannez ce QR code ou allez sur incogni.com pilote pour profiter de 60% de réduction sur l'abonnement annuel avec le code PILOT. Et n'oubliez pas, il vous offre toujours une garantie de remboursement de 30 jours si vous n'êtes pas satisfait, donc vous ne risquez rien à essayer. Merci à Incogni pour son soutien à cette vidéo. Alors, où en étions-nous? Ah oui! L'histoire tourne autour de l'un des deux CRJ-200 de Soraya Airlines, immatriculé 9 novembre, Alpha Mike Echo. Il avait été construit en 2003 et avait un peu plus de 20 ans en mars 2024, lorsque son certificat de navigabilité devait être renouvelé. Toutes les vérifications du renouvellement ont été faites à temps, mais le train d'atterrissage principal devait subir une révision générale qui, pour une raison quelconque, n'a pas pu être effectuée à ce moment-là. Suite à cela, la compagnie aérienne a obtenu une prolongation lui permettant de poursuivre ses opérations sans réviser le train d'atterrissage. Jusqu'au 19 juin 2024. Cependant, lorsque cette date est passée, la révision n'avait toujours pas été effectuée. Ainsi, le 21 juin, l'avion a simplement été retiré du service. Il est alors resté en stockage de courte durée pendant plus d'un mois, jusqu'à ce que les ingénieurs de maintenance terminent enfin le retrait, la révision et la réinstallation du train d'atterrissage le 22 juillet. Mais à ce moment-là, l'avion devait aussi passer une visite C, une inspection de maintenance approfondie de l'appareil. Cela a lieu tous les 20 à 24 mois. La compagnie aérienne Soraya utilisait une installation à Pokhara, la deuxième ville du Népal, pour ses visites C. Mais l'avion avait été stationné à l'aéroport international Tribhuvan à Katmandou jusqu'à ce moment-là. Ainsi, Soraya a demandé une autorisation auprès de l'autorité de l'aviation civile du Népal, Civil Aviation Authority of Nepal, pour effectuer un vol de convoyage unique afin de transférer 9 November Alpha Mike Echo à Pokhara, ce qui a ensuite été accordé. À condition que l'appareil passe d'abord une vérification de remise en service, faite aussi le matin du 24 juillet. Tout allait bien jusque-là, et le vol de convoyage a été reprogrammé plus tard dans la matinée, pour débuter la visite C rapidement et remettre l'appareil en service au plus vite.
Mais avant de continuer, je veux mentionner certains éléments qui distinguent un vol de convoyage des autres types de vols, comme les vols réguliers de passagers et les vols de positionnement. Le terme « vol de positionnement » désigne tout vol dont le but est de repositionner l'appareil afin d'effectuer un vol régulier ou affrété depuis un autre aéroport. Cependant, le but d'un vol de convoyage est de repositionner l'appareil pour maintenance ou stockage. Contrairement à un vol de positionnement, un vol de convoyage peut se faire avec d'importantes pannes mécaniques, comme un moteur hors service ou une cabine non pressurisée. De plus, bien que ces deux types de vols soient effectués sans passagers, des membres d'équipage hors service peuvent voyager à bord ou en tant que passagers en repositionnement, mais pas lors des vols de convoyage qui sont réservés uniquement à l'équipage essentiel. Pour le CRJ-200, l'équipage essentiel désigne seulement le commandant de bord et le copilote. Le commandant de bord de ce vol avait 35 ans. Fort de 6185 heures de vol, dont plus de 4900 sur le CRJ. Il s'avère également qu'il était le directeur des opérations de Soraya Airlines. Il était donc personnellement responsable de nombreuses activités quotidiennes de la compagnie aérienne, ce qui est important à garder à l'esprit. Maintenant, le copilote avec qui il devait voler ce jour-là avait 26 ans et bien moins d'expérience. Ce jour-là, il totalisait 1824 heures de vol, dont environ 1600 sur le CRJ. Et ses collègues le décrivèrent comme un gars très sympathique et vraiment passionné par le pilotage. Les dossiers révèlent qu'il a obtenu sa qualification en Allemagne en 2019. Il a échoué à sa première vérification sur simulateur. Il a dû rester 3 mois de plus dans le pays pour une formation de rattrapage avant de retenter sa chance. Soraya Airlines a retiré le coût de la formation de son salaire et il a aussi payé son logement et sa nourriture, ce qui l'a obligé à contracter un prêt qu'il remboursait encore au moment de ce vol. En raison de sa faible ancienneté, le copilote avait également été mis en congé sans solde pendant la période du Covid. Et même lorsque la compagnie aérienne avait repris ses vols, il ne faisait pas beaucoup d'heures, ce qui entraînait une baisse de revenus. La charge financière du copilote était donc importante et il avait exprimé à ses proches son mécontentement concernant sa rémunération et les avantages de la compagnie aérienne. En plus de cela, il avait apparemment aussi caché ses difficultés financières à ses parents, ce qui n'aurait fait qu'ajouter au stress important qu'il subissait déjà. Un autre point à souligner est la qualité de la formation récurrente reçue par ces pilotes dans leur compagnie aérienne. Les dossiers révèlent que cela était aussi discutable, mais le rapport final ne fait qu'y allusion sans donner de détails. Ce que le rapport indique, c'est que de nombreux membres du personnel de Soraya Airlines avaient reçu si peu de formation interne qu'ils ignoraient généralement les propres politiques et procédures de la compagnie aérienne. Le rapport indique aussi que le programme de formation de Soraya Airlines comprenait une liste de tâches et des durées estimées. Cela ne correspondait pas, amenant les enquêteurs à soupçonner que certains aspects de la formation avaient été précipités ou ignorés. Quoi qu'il en soit, de retour à l'aéroport de Tribhuvan, les pilotes se préparaient maintenant pour ce qui semblait être un vol de convoyage assez inhabituel. Comme dit, seuls les membres d'équipage essentiels étaient admis sur ce vol de convoyage, mais Soraya Airlines n'a pas respecté cette règle. En fait, non seulement un troisième pilote non essentiel a été ajouté, mais il en était de même pour un grand nombre de membres du personnel de maintenance et de gestion, y compris plusieurs mécaniciens, le responsable navigabilité, maintenance, sécurité et assurance qualité de la compagnie aérienne. Un membre du personnel a aussi enfreint les règles en amenant sa femme et son enfant de 4 ans. Ainsi, au total, 17 passagers sont montés à bord du vol, en plus des 2 pilotes requis, soit un total de 19 personnes à bord. Bien sûr, tout vol de passagers doit également avoir des agents de bord à bord. Mais comme il ne s'agissait pas officiellement d'un vol de passagers, aucun membre d'équipage de cabine n'a été prévu et les occupants n'ont donc reçu aucun briefing de sécurité non plus. La raison pour laquelle autant de personnes se trouvaient à bord de ce vol n'est mentionnée ni dans le rapport final, ni dans aucun média d'information. Mais cela pourrait être parce que le personnel de maintenance était nécessaire à Pokhara pour effectuer la visite C. Et il était moins cher de les transporter là-bas à bord de l'avion lui-même que de leur acheter à tous des billets sur un vol régulier.
Mais ce n'était pas la seule violation majeure des règles de sécurité de base sur ce vol, loin de là. Pendant l'embarquement des passagers, le personnel technique chargeait aussi de nombreuses fournitures et équipements de maintenance dans l'avion. Habituellement, le personnel de manutention du fret à l'aéroport de Triphuvan s'occupe du chargement. Mais dans ce cas, le fret a été chargé par les mécaniciens eux-mêmes, alors qu'ils n'étaient ni agréés, ni même formés pour cela. Ils ont rempli les compartiments à fret jusqu'au maximum, puis chargé du matériel et des fournitures dans la cabine passager. Sur les sièges passagers, on trouvait des boîtes à outils, de la nourriture, des cales de roues, mais aussi des objets plus dangereux comme des bidons de lubrifiants inflammables, liquides de nettoyage, fluides hydrauliques et huile moteur. Aucun de ces objets n'a été sécurisé d'aucune manière lors du chargement, et la compagnie Soraya Airlines n'avait d'ailleurs pas l'autorisation de transporter des matières dangereuses. Et ce qui m'est encore plus incompréhensible, c'est que les pilotes étaient parfaitement au courant de tout cela, et pourtant, ils n'ont émis aucune protestation. Mais j'imagine que, puisque le directeur des opérations de toute la compagnie était le commandant de bord, il était probablement complice de ces infractions depuis le début. Tout cela me laisse penser que ce genre d'infraction grave était probablement courant dans cette compagnie aérienne. Au point que personne ne se souciait des conséquences potentielles, absolument pas. Et il est important de souligner qu'une telle culture d'entreprise ne peut se développer que dans un environnement où tout le monde sait que personne ne surveille ou bien que ceux qui surveillent s'en moquent. Étant donné ce que le rapport final dit à propos des effectifs à l'Agence d'approvisionnement en carburant nucléaire, il est probable que personne ne surveillait. Une compagnie aérienne opérant ainsi serait vite fermée par tout régulateur attentif. Pendant ce temps, l'enregistrement du cockpit a démarré dès la mise sous tension de l'avion. Le copilote, seul dans le cockpit, a été enregistré par le CVR en train de calculer les vitesses V de décollage. Je vais expliquer brièvement ce que sont ces vitesses et comment elles sont calculées, car cela deviendra bientôt essentiel. La première vitesse, V1 ou vitesse de décision, est la vitesse maximale permettant d'interrompre le décollage en sécurité. Mais pour une fois, ce ne sera pas la vitesse la plus pertinente pour cette histoire. La deuxième vitesse V, la plus pertinente, est la VR, soit la vitesse de rotation à laquelle le pilote commence. À tirer sur son manche à balai afin de lever le nez de l'avion et commencer à le faire décoller. Enfin, la troisième vitesse V est la V2 qui est la vitesse de sécurité au décollage, ou la vitesse qui doit être atteinte à une hauteur de 35 pieds afin d'assurer une montée en toute sécurité en cas de panne moteur après V1. Maintenant, ces vitesses varient à chaque décollage, donc nous devons les calculer à chaque fois, selon le poids de l'avion, la température, la longueur de piste, l'altitude, etc. Dans certaines grandes compagnies aériennes standardisées, toutes ces variables sont connues. Les agents d'exploitation les transmettent aux pilotes sur demande qui doivent ensuite les vérifier eux-mêmes. Aujourd'hui, cela se fait souvent à l'aide de logiciels de performance numérique qui effectuent les calculs pour les pilotes. Mais historiquement, et encore aujourd'hui dans de nombreuses compagnies aériennes, en particulier les plus petites, les vitesses V sont calculées manuellement à l'aide de tableaux imprimés sur des fiches dans le poste de pilotage ou les manuels de performance. Les pilotes utilisent ces fiches pour choisir la page du poids et de la configuration des volets afin de déterminer les vitesses V de base. Ensuite, ils utilisent un tableau associé pour déterminer les corrections à appliquer en fonction de la température et de l'altitude. Ces fiches sont rédigées à partir des données du constructeur de l'avion, mais, point crucial dans cette histoire, elles sont généralement assemblées par la compagnie aérienne. Quoi qu'il en soit, pour calculer les vitesses V pour ce vol, le copilote devait connaître leur poids. C'était une question délicate, car les passagers ne s'étaient pas enregistrés ni leurs bagages pesés selon les méthodes habituelles. À la place, une estimation approximative d'environ 600 kg a été utilisée pour en tenir compte. Le poids du fret était connu et, avec les poids standards des passagers et de l'équipage, le répartiteur de Soraya Airlines est arrivé à un poids brut provisoire de 18 137 kg, incluant le poids à vide de l'avion et le poids du carburant.
Le copilote a alors appliqué les procédures de calcul des vitesses V avec la fiche pour un poids de 18 500 kg et la configuration volet 20. Comme ces fiches étaient fournies par intervalle de 500 kg, arrondir à la tranche supérieure de 500 était la pratique habituelle. C'est donc ce que le copilote a également fait. Les enquêteurs ont utilisé les données de performance pour estimer que l'avion pesait environ 18 300 kg, avec une marge de 200. L'estimation de l'agent d'exploitation était correcte, et le choix du copilote d'utiliser la carte des vitesses V pour 18 500 kg aussi. Donc si c'était le cas et que tout avait été fait selon les procédures, alors quel était le problème? Eh bien, ce que personne ne savait, c'est que le manuel lui-même était en fait erroné. Vous voyez, il s'avère que lorsque la compagnie aérienne Soraya a créé les cartes de vitesse V, vraisemblablement en 2014, quelqu'un a juste copié les tableaux de la masse au décollage de 17 500 kg sur la carte de 18 500 kg sans changer aucune valeur. Et puisque avec plus de poids, cela signifie que vous avez besoin de plus de vitesse. Cela veut dire que toutes les vitesses V sur la carte de 18 500 kg étaient trop lentes de plusieurs nœuds. D'une manière ou d'une autre, cette erreur était restée là pendant 10 ans sans jamais être découverte, et le rapport n'explique pas vraiment pourquoi. Il est évident que l'ignorance de la compagnie aérienne révèle un manque d'assurance qualité et de gestion de la sécurité, ce qui va presque sans dire à ce stade. Je pense cependant qu'il aurait été difficile pour les pilotes de remarquer que ces vitesses V étaient incorrectes, car on ne compare pas habituellement les cartes de vitesse V. Si les pilotes avaient assez consulté cette page et ses voisines pour retenir certaines valeurs, quelqu'un l'aurait peut-être remarqué. Mais comme 18 500 kg étaient bien inférieurs au poids maximal au décollage du CRJ, ces cartes pour des masses plus faibles étaient sans doute rarement utilisées. Personne, surtout un copilote récent, n'aurait songé à les remettre en question. Il faut aussi préciser que même si certains vols ont décollé avec de mauvaises vitesses V pour 18 500 kg, cela n'aurait eu aucun effet notable, la différence étant de quelques nœuds seulement. Donc, cela a simplement réduit les marges de sécurité, sans pour autant rendre le décollage impossible en soi. Mais parfois, les marges sont tout ce que nous avons, comme nous allons bientôt le voir. Quoi qu'il en soit, sans s'en rendre compte, le copilote a calculé une V1 de 114 nœuds, une vitesse de rotation de 118 nœuds et une V2 de 125 nœuds. Mais les valeurs correctes auraient dû être 117, 122 et 127 nœuds. Cela signifie que les bonnes vitesses V étaient seulement de 3, 4 et 2 nœuds supérieures à celles qui avaient été calculées. Ce n'est pas beaucoup, mais j'expliquerai plus tard pourquoi ces quelques nœuds étaient importants. À 10h40 locale, le commandant est monté à bord et a demandé au copilote quel contrôle il avait fait jusque-là. Ensuite, il a parlé avec d'autres membres du personnel des prochaines visites C de leur destination et d'autres sujets sans lien avec le vol. Et il n'a pas vérifié les calculs des vitesses V du copilote, ce qui, bien sûr, était exigé par les procédures opérationnelles standards. Toutefois, ici, une vérification croisée n'aurait sans doute pas évité l'erreur, puisque les fiches de décollage étaient erronées. Pendant ce temps, les passagers arrivaient encore, la dernière personne embarquant à 11h02. Et immédiatement après cela, l'équipage de conduite a commencé à démarrer les moteurs. Mais le moteur gauche n'a pas démarré lors de la première tentative, il a donc fallu répéter la procédure de démarrage. Maintenant, la raison de cela n'est pas non plus indiquée dans le rapport. Mais il n'est pas si rare qu'un avion rencontre ce genre de problème après avoir été stationné pendant une longue période. Et cela n'aurait de toute façon aucun impact sur ce qui va se passer. Dès le démarrage des moteurs, le commandant a roulé vers la piste. Et pendant le trajet vers la piste, les pilotes ont effectué certains des contrôles standards des commandes de vol avant le vol, mais ils en ont également omis d'autres. Et cela est surprenant puisque c'était le premier vol après une longue période au sol. Et c'est justement dans ce genre de circonstances que les problèmes avec les systèmes de commande de vol sont les plus fréquents. Après avoir rejoint le début de la piste 02 de l'aéroport Tribhuvan, l'équipage a reçu l'autorisation de décoller.
Et à 11 heures, 10 minutes et 25 secondes, le commandant de bord a commencé à pousser les manettes de poussée vers l'avant pour le décollage. Pour rappel, ce vol décollait maintenant avec 17 passagers illégaux. Une cabine remplie d'équipements non sécurisés, y compris plusieurs matières dangereuses, des vérifications de commandes incomplètes malgré une longue période au sol, des vitesses V incorrectes et au moins un pilote en difficulté financière. Tellement de règlements étaient violés et tellement de procédures n'étaient pas respectées que presque toutes les protections et marges de sécurité normalement intégrées à l'aviation commerciale n'étaient plus présentes. Mais ce qui a finalement transformé ce vol imprudent en catastrophe n'était en réalité pas quelque chose qui figurait sur cette liste. Et pour expliquer pourquoi, nous devons revenir sur le sujet des marges de sécurité des vitesses V. Maintenant, nous définissons la VR, la vitesse de rotation, pour garantir le bon début de la rotation. L'avion a en fait suffisamment de vitesse ou de flux d'air sur ses ailes pour pouvoir réellement atteindre un vol en toute sécurité. Car la vitesse est un élément clé de l'équation de la portance. De nombreux éléments interviennent, mais je ne vais pas tout expliquer ici. Mais deux des facteurs qui déterminent la portance sont la vitesse de l'air et l'angle d'attaque, qui est l'angle de la corde de l'aile par rapport au flux d'air entrant, ou, en gros, l'angle d'assiette moins l'angle de trajectoire de vol. En termes très simplifiés, la relation entre ces deux paramètres signifie qu'à faible vitesse, un angle d'attaque plus élevé était nécessaire pour obtenir une portance donnée, en supposant que tout le reste constant. Cela signifie donc que si le pilote tente de cabrer à une faible vitesse, un angle d'attaque plus élevé sera nécessaire pour produire la portance requise afin que l'avion puisse monter. En dessous d'une certaine vitesse, l'angle d'attaque requis pour décoller dépasserait l'angle critique de l'aile. C'est le moment où l'air se sépare de l'extrados de l'aile, provoquant un décrochage. L'aile ne génère alors presque plus de portance. Dans ce cas, l'avion ne décollerait tout simplement pas du sol. Il se déplacerait simplement sur la piste avec le nez en l'air. Dans ce cas, le pilote abaisserait probablement le nez pour permettre à l'avion de prendre plus de vitesse avant de poursuivre la rotation. Un contact de la queue avec la piste est aussi possible. Mais sur ce vol, la vitesse de rotation calculée n'était inférieure que de 4 nœuds à la bonne vitesse de rotation, ce qui n'était pas suffisant en soi pour provoquer un décrochage au décollage. Parce qu'une marge de sécurité suffisante est également intégrée dans ces calculs. Donc ici, un autre facteur est entré en jeu. Sur un CRJ, 2000 de Soraya Airlines, un angle d'attaque de 6 à 8 degrés suffisait pour décoller. Lors d'un vol normal, le risque de décrochage survient au-delà d'environ 15 degrés d'angle d'attaque. Mais lorsque l'avion est très proche du sol, un phénomène appelé l'effet de sol augmente la portance et réduit l'angle d'attaque de décrochage. Donc, dans ce cas, le risque de décrochage aurait commencé à augmenter aux alentours de 10 degrés d'angle d'attaque. Cela signifiait encore que l'angle d'attaque au décollage ne mettait pas l'avion en risque de décrochage. Et cette différence entre l'angle d'attaque normal et l'angle d'attaque de décrochage, c'est ce que j'ai précédemment appelé la marge de sécurité. Une marge qui serait réduite, mais pas complètement éliminée, en cabrant 4 nœuds trop tôt. Mais la vitesse à laquelle le pilote cabre n'est pas la seule variable en jeu ici, car la rapidité avec laquelle le pilote effectue la rotation est également extrêmement importante. Sur la plupart des avions de transport, les pilotes apprennent à cabrer à moins de 3 degrés par seconde et à garder ce rythme, jusqu'à une assiette standard de décollage d'environ 15 à 18 degrés. Si le pilote effectue la rotation à une vitesse nettement différente, de mauvaises choses peuvent arriver. Dans une précédente vidéo sur le vol Aerosugar 157, j'ai évoqué le problème d'une rotation trop lente, mais je souhaite maintenant traiter des problèmes plus graves dus à une rotation trop rapide. La cause principale vient du fait que lorsqu'un pilote commence la rotation en tirant sur son manche à balai, l'avion ne commence pas instantanément à monter. Au lieu de cela, une série d'effets en cascade se produit. Sur un avion conventionnel, la première chose qui se produit, c'est que les gouvernes de profondeur se dévient vers le haut du nez à un rythme plus ou moins proportionnel à la vitesse de déplacement du manche à balai et à la force aérodynamique exercée sur les gouvernes de profondeur déviées. Cela fait alors pivoter l'avion autour de son centre de gravité, augmentant l'assiette.
Cette augmentation de l'assiette entraîne d'abord une augmentation de l'angle d'attaque. Et c'est cette augmentation de l'angle d'attaque qui accroît la portance et finit par faire monter l'avion. Mais ce que je veux vraiment souligner ici, c'est que cette chaîne de réaction n'est pas instantanée. Et en fait, la trajectoire de vol est la toute dernière chose à réagir à l'action sur l'assiette. Mais alors que la réponse de l'angle d'attaque précède celle de la trajectoire de vol, lors d'une rotation normale, l'angle d'attaque reste modéré, car la trajectoire de vol réagit avant la fin de la rotation. Puisque l'angle d'attaque est égal à l'assiette moins l'angle de la trajectoire de vol, le pilote peut effectuer une rotation jusqu'à une assiette de décollage d'environ 15 degrés sans que l'angle d'attaque n'atteigne jamais une valeur aussi élevée, tant que la trajectoire de vol commence effectivement à s'incliner vers le haut. Si le pilote fait une rotation rapide, l'angle d'attaque sera plus élevé avant que la trajectoire de vol ne réagisse. Dans un cas extrême, l'angle d'attaque pourrait dépasser le point critique, provoquant un décrochage. Et pour cette raison, même si le pilote effectue la rotation à la bonne vitesse et atteint la bonne assiette, l'avion pourrait quand même décrocher si la vitesse de rotation est trop rapide. En théorie, sauf limitation géométrique, pour ces raisons, nous travaillons intensément la rotation pendant la formation. Il est courant que les élèves pilotes rencontrent des difficultés avec la rotation au début. Mais avec suffisamment d'entraînement, atteindre ce point idéal de 3 degrés par seconde deviendra rapidement instinctif. Cette formation est généralement très efficace, comme le montrent les centaines de millions de vols qui décollent sans décrocher lors de la rotation. Il paraît que la compagnie Soraya Airlines a peut-être fait exception ici. Les enquêteurs ont ensuite analysé 16 mois de données de vol des deux CRJ de Soraya Airlines. Ils ont constaté que des décollages avec des taux de rotation dépassant 4 degrés par seconde étaient fréquents. Encore plus grave, ils ont relevé 14 décollages avec un taux de rotation maximal dépassant 5 degrés par seconde, ce qui est très élevé. Les deux pires incidents se sont produits le 11 janvier et le 19 mars. 20-24 sur l'appareil accidenté, 9 novembre Alpha Mikeko. Au premier décollage, le taux de rotation maximal était de 5,8 degrés par seconde et de 5,5 degrés par seconde au second. En fait, il a été révélé plus tard que le pilote en fonction lors de l'incident de janvier était le même commandant de bord qui s'apprêtait maintenant à effectuer ce vol de convoyage vers Pokhara. Mais il n'était pas le pire, ni le seul contrevenant trouvé dans ces dossiers. Ce qui montre bien que ce problème de rotation rapide était répandu parmi les équipages de Soraya Airlines à l'époque. Et le rapport final n'explique pas d'où venait ce problème. Mais en tant qu'instructeur moi-même, je peux à peu près imaginer comment cela a pu arriver. Vous voyez, quand les nouveaux pilotes commencent leur formation, il est très courant qu'ils fassent une surrotation au début. Et il est difficile de bien maîtriser cela dans le simulateur. C'est donc une compétence à acquérir sur l'avion réel grâce à l'exposition continue et au retour de l'instructeur. C'est assez difficile à enseigner car la technique de rotation dépend beaucoup du ressenti personnel. Aucune technique unique ne s'applique à chaque rotation car elles sont toutes différentes. Les pilotes de Soraya Airlines manquaient peut-être de temps d'entraînement sur l'avion ou de retour des instructeurs. La compagnie aérienne avait une flotte très réduite et peinait à la maintenir en service. Le rapport ne le précise pas, mais il est possible que les pilotes de Soraya Airlines aient pris l'habitude d'exercer une forte pression arrière sur le manche lors de la rotation, car le CRJ a un centre de portance très arrière, facilitant une surcharge avant du centre de gravité, surtout quand l'avion est plein. Si Soraya Airlines opérait surtout des vols pleins avec un centre de gravité avancé, une rotation plus agressive aurait pu être nécessaire pour lever le nez de l'avion. Si tel était le cas, lors des rares vols peu chargés, cette technique ancrée aurait été trop excessive, provoquant plusieurs cas de surrotation sévère relevés dans les données de vol. Le manuel d'exploitation des vols mettait en garde contre le risque de décrochage au décollage, dû à une surrotation, donc cela aurait dû être pris en compte par le service de formation de la compagnie aérienne, mais pour une raison quelconque, ce n'était manifestement pas le cas.
Ce que le rapport a toutefois indiqué à ce sujet, c'est que cette tendance n'a jamais été découverte parce que la compagnie aérienne manquait de mesures de contrôle qualité suffisantes. Et bien que, sur le papier, il disposait d'un système de gestion de la sécurité conçu pour détecter et collecter ce type de données, ce système n'existait pas réellement dans la pratique. Il n'y avait aucune chaîne claire de responsabilité en matière de sécurité, aucun système de signalement des problèmes de sécurité et aucun programme d'analyse des données de vol. Bien que la compagnie aérienne ait acheté le système d'analyse des données de vol, il n'était pas utilisé. Quoi qu'il en soit, le point que je veux essayer de souligner ici, c'est que, sauf détection préalable, il était sans doute inévitable qu'un pilote de Soraya Airlines fasse une surrotation au mauvais moment. Ce qui nous amène à la dernière partie de cette histoire. Alors que les pilotes ont poussé les manettes de poussée en position de décollage, les moteurs sont montés en régime dans un grondement et le CRJ a commencé à accélérer sur la piste. Comme convenu, le commandant de bord était aux commandes et le copilote surveillait les instruments. Et à 114 nœuds, il a annoncé F1, suivi immédiatement de rotate à 118 nœuds. Une fraction de seconde plus tard, à une vitesse de 120 nœuds, le commandant de bord a commencé la rotation en tirant brusquement sur son manche à balai. Par hasard, ou peut-être en raison du faible poids de l'avion sur ce vol, ce fut la rotation la plus agressive jamais enregistrée chez Soraya Airlines. En une seconde, les gouvernes de profondeur sont passées de 1,5 à 10 degrés vers le haut, provoquant une assiette à cabrer maximale de l'avion. Un taux d'assiette de 6,5 degrés par seconde, soit plus du double du taux de rotation normal. Cette rotation très rapide a fait dépasser l'angle d'assiette 12 degrés en moins de 2 secondes. Et comme la rotation a été initiée à une vitesse qui était également inférieure de plusieurs nœuds, l'angle d'attaque nécessaire pour décoller était désormais légèrement plus élevé, ce qui signifiait que la trajectoire mettait plus de temps à réagir. Cette combinaison d'un taux de cabrage élevé et d'une réponse lente a laissé l'angle d'attaque dépasser 10 degrés. Même si le commandant de bord a rapidement cessé de tirer sur le manche, le mal était fait. L'angle d'attaque atteignait presque le seuil de décrochage en effet de sol. Sur 9 novembre, Alpha Mike Echo. L'angle d'attaque de l'aile droite, toujours légèrement supérieur à celui de l'aile gauche, a provoqué un décrochage de l'aile droite environ une seconde plus tôt. Cela a suffi à déclencher l'alarme de décrochage du manche à balai, qui s'est activé d'abord du côté droit, puis une seconde plus tard du côté gauche. À ce moment-là, l'avion n'était qu'à quelques pieds du sol. Et même à une altitude aussi basse, la procédure pour éviter un décrochage reste la même. Le pilote doit mettre les moteurs à pleine puissance et baisser un peu le nez pour réduire l'angle d'attaque. Mais cela ne s'est jamais produit. Le rapport final n'indique pas pourquoi le commandant n'a pas suivi la procédure anti-décrochage, mais il est possible que le décrochage ait été trop soudain et près du sol pour qu'il puisse réagir. Maintenant, le copilote a clairement reconnu que la vitesse de rotation du commandant de bord était beaucoup trop agressive, car il a commencé à crier « Wow, 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 monsieur, monsieur, monsieur !» Mais cela n'a rien apporté d'utile au commandant de bord. Il avait simplement besoin d'un ordre clair, réduire l'assiette ou augmenter la poussée. Mais je pense que la réaction du copilote ici était tout à fait compréhensible. Quand on est soudainement plongé dans une situation de danger comme celle-ci, on ne dit pas simplement « réduis l'assiette » comme un robot. Il vous faut probablement quelques secondes pour surmonter la surprise avant que ce genre de réflexion ne prenne le dessus. Mais ces pilotes n'avaient tout simplement pas autant de temps. Alors que l'avion quittait maintenant le sol, il a immédiatement commencé à partir en roulis vers la droite, car l'aile droite a commencé à décrocher, atteignant rapidement 25 degrés d'inclinaison avant que le commandant de bord ne ramène brusquement le manche à balai vers la gauche, alors que l'aile gauche commençait elle aussi à décrocher. Cette action rapide a entraîné un roulis très rapide atteignant 55 degrés avant de commencer à s'inverser à nouveau. Pendant ce temps, l'avion a en réalité continué à monter avec le vibreur de manche qui s'activait et le système d'alerte de proximité du sol qui émettait plusieurs avertissements en arrière-plan. Le rapport ne précise pas ces avertissements, mais je pense qu'ils incluaient au moins une alerte inclinaison. Quelques instants plus tard, à une hauteur d'environ 100 pieds seulement, alors que l'avion roulait rapidement vers la droite à nouveau, il est alors entré en décrochage complet. Le CRJ-200
dispose d'un pousse-manche qui agit automatiquement sur la gouverne de profondeur en cas de décrochage pour faciliter la récupération. Il possède cet équipement car, comme tous les avions à empennage hanté, le CRJ risque de perdre le contrôle en assiette si le flux d'air perturbé provenant d'une aile décrochée passe sur les gouvernes de profondeur, ce qui conduit à un phénomène appelé décrochage profond. Le manche à balai pousseur peut théoriquement sortir partiellement d'un décrochage seul, mais l'avion était alors si proche du sol qu'il ne pouvait probablement rien faire. La récupération devait commencer immédiatement. Le vibreur de manche s'est activé au départ pour détecter la situation avant le décrochage complet. Et comme je l'ai dit, cela ne s'était pas produit, donc au moment où le pousseur de manche s'est activé, il était déjà trop tard. À son altitude maximale, l'avion a roulé à droite sur plus de 94 degrés, dépassant la verticale et s'est totalement décroché, peut-être en décrochage profond. L'appareil a commencé à tomber vers le sol, déclenchant une alerte de redressement du Ground Proximity Warning System. Le commandant de bord a réagi en tirant fortement sur son manche à balai, contrecarrant le stick pusher dans une tentative désespérée d'éviter l'impact avec le sol. À ce stade, toutes ces actions sur les commandes étaient inutiles. Dans les dernières secondes, l'avion a commencé à revenir vers une position de roulis à plat avant de finalement heurter le sol. Dans une inclinaison à droite de 30 degrés avec un léger cabrage, seulement 13 secondes après le décollage. L'extrémité de l'aile droite a heurté une voie sur le côté de la piste, provoquant l'explosion du réservoir de carburant droit. L'avion a poursuivi sa course sur l'herbe, partiellement inversée, puis a percuté un conteneur, un hangar et un hélicoptère d'Air Dynasty. Ces objets, d'ailleurs, se trouvaient à l'intérieur de la zone de sécurité de 140 mètres de chaque côté de la piste, recommandée par l'Organisation de l'aviation civile internationale, ce qui, malheureusement, n'était pas respecté ici. Quoi qu'il en soit, lorsque l'avion a percuté ces objets, le cockpit s'est encastré dans le conteneur, ce qui a provoqué sa séparation de la cabine et sa chute dans un ravin voisin. Le fuselage et les ailes en feu ont traversé le ravin et ont atterri sur un chantier voisin, s'arrêtant 21 mètres sous le niveau de la piste. Le crash a infligé des blessures graves, sans doute mortelles, à tous les occupants de la cabine. Mais si quelqu'un avait survécu à l'impact initial, il lui aurait été impossible d'échapper à l'incendie qui a suivi. Le carburant des ailes a déclenché un incendie qui a vite atteint la cabine passager endommagée. Et une fois à l'intérieur, il a probablement été accéléré par la cargaison inflammable qui s'était maintenant répandue sur le sol et les sièges. Aucune des 16 personnes présentes dans la cabine n'a survécu à ce terrible accident. Dans le poste de pilotage, le conteneur avait partiellement amorti l'impact et il y avait moins de feu, rendant les conditions un peu plus favorables à la survie. La survie des deux pilotes et du membre d'équipage dépendait désormais de la rapidité des secours. Malheureusement, cependant, cette opération de secours a été rendue plus difficile en raison de plusieurs facteurs, notamment le terrain escarpé dans cette zone, ce qui n'était pas conforme aux recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale et empêchait les camions de pompiers de s'approcher de l'épave. De plus, l'entrée d'urgence de l'aéroport la plus proche du chantier, en contrebas, était bloquée par des matériaux de construction et n'a donc pas pu être utilisée. Ainsi, à la place, un camion de pompiers s'est arrêté en haut du talus et a projeté de l'eau vers le poste de pilotage. Mais aucune autre équipe de pompiers n'a aidé, ni mousse ou produits chimiques utilisés. Le rapport final a imputé ces défaillances à une mauvaise organisation du service incendie de l'aéroport, ainsi qu'au fait que la zone où cet accident s'est produit ne figurait pas dans les plans d'intervention d'urgence de l'aéroport. Ainsi, les premiers à atteindre le cockpit furent des membres du personnel au sol de l'aéroport, accourus après avoir vu la première explosion. Ils ont ensuite réussi à extraire le commandant de bord du cockpit détruit et l'ont aidé à remonter la colline, aux premiers intervenants qui l'ont emmené d'urgence à l'hôpital avec de graves blessures. Mais le feu a rapidement envahi le reste du cockpit et aucun des autres occupants n'a été retrouvé vivant. 18 personnes sont mortes. Seul le commandant de bord a survécu. La commission d'enquête a conclu que l'accident était dû à la rotation trop rapide du commandant à une vitesse trop basse, provoquant un décrochage au décollage. La carte de vitesse V erronée, l'absence de correction des taux de rotation élevés et une grave négligence dans la planification et l'exécution du vol ont aussi été cités comme facteurs contributifs.
Et en plus de cela, le rapport a également mentionné la négligence dans le chargement du fret et des provisions comme facteur contributif. Même si l'enquête a révélé que le fret non arrimé ne s'est pas déplacé pendant le décollage. Selon les données du Flight Data Recorder, la réaction de l'avion à la gouverne de profondeur était normale pour ce centre de gravité. Donc, très probablement, le rapport a inclus ce chargement chaotique et négligent comme facteur contributif. Parce que cela illustrait la véritable cause profonde, qui était l'absence quasi totale de supervision. Vous voyez, afin de maintenir le niveau de sécurité attendu, le filet de supervision doit être à la fois large et profond. Cela implique des inspecteurs surveillant les vols et la maintenance. Cela signifie effectuer des audits internes de sécurité, former le personnel afin d'adopter une mentalité axée sur la sécurité avant tout, et cela implique d'assurer la responsabilité en cas de violation. Donc, cet accident est en fait un exemple parfait de ce qui peut arriver lorsque tous ces éléments sont absents. Donc, sans changement radical, ces conditions persisteront probablement. La situation est d'autant plus préoccupante que, lors de cette vidéo, Soraya Airlines tente de récupérer sa certification pour reprendre ses vols. Juste après l'accident, la compagnie aérienne a arrêté ses activités, n'ayant plus qu'un avion opérationnel. Et aussi parce que de nombreux cadres importants avaient été tués dans l'accident, notamment le responsable du maintien de la navigabilité, le responsable de la maintenance, le responsable de la sécurité et le responsable de l'assurance qualité. Selon le site de la compagnie aérienne, 5 des 10 cadres dirigeants étaient dans l'avion, dont 4 ont péri. Et de façon morbide, ils sont tous encore répertoriés comme cadres sur le site Internet de la compagnie. Suite à la perte de personnel et aux infractions constatées lors de l'enquête, la CAAN a révoqué le certificat de transporteur aérien de Soraya Airlines. Si le plan actuel de la compagnie aérienne réussit, elle pourrait le récupérer. Et que pensez-vous de cette perspective? Rappelons que toutes les compagnies aériennes népalaises figurent sur la liste noire de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne. Si vous ne voulez pas voler avec ce type de compagnie, consultez la liste noire disponible dans la description ci-dessous. Mais si vous vivez au Népal ou si vous souhaitez admirer les magnifiques paysages du Népal, apprécier sa cuisine et son patrimoine culturel, alors il existe actuellement peu d'autres options. Donc, j'espère vraiment que les autorités népalaises prendront ce rapport au sérieux et feront des améliorations, car personne ne serait plus heureux que moi si c'était le cas. Pour voir ma prochaine vidéo en avance, utilisez ce QR code ou rendez-vous sur patreon.com. Rejoignez mon équipe Patreon via /Join Mentor Pilots. J'aimerais beaucoup vous voir lors de mon prochain Hangout. Et n'oubliez pas non plus de consulter l'offre exclusive spéciale de mon sponsor. Je suis Peter Hornfeld pour Mentor Pilot. Passez une excellente journée. À bientôt. Au revoir.